On dit que certains secrets meurent avec ceux qui les emportent, ensevelis sous des couches de terre et de silence. Mais d'autres, les plus corrosifs, refusent de disparaître. Ils s'infiltrent à travers les fissures du temps, empoisonnent le présent et attendent leur heure, tapis dans l'ombre, jusqu'au jour où un murmure sur un lit de mort suffit à faire s'effondrer tout un monde. Mon monde était sur le point de voler en éclats. Je traversais à la hâte le long couloir stérile de l'hôpital général d'Asheville, où les néons projetaient une lumière blafarde et impitoyable, bourdonnant faiblement au-dessus de ma tête comme un essaim d'insectes fatigués. Le claquement sec de mes chaussures sur le linoléum poli résonnait dans le silence, chaque pas me rappelant cruellement le temps que j'avais perdu, les visites que j'avais remises à plus tard. Ma mère, Hélène Whittaker, avait été admise une semaine plus tôt, son cœur, usé par des années de non-dits, menaçant de céder pour de bon. J'avais pris un congé sans solde pour rester à son chevet, mais chaque minute passée ici me semblait dérisoire face à une vie entière de distance. Mon mari, Thomas, partageait les gardes avec moi, un roc de patience dans la tempête. Il passait parfois des nuits entières sur un fauteuil inconfortable pour que je puisse m'effondrer dans notre lit, ne serait-ce que pour quelques heures de sommeil agité. Il insistait pour m'épauler, répétant que ma mère était aussi sa famille désormais, même si elle n'avait jamais daigné franchir le seuil de notre maison. Je ne protestais pas. Je n'en avais tout simplement pas la force. Ce matin-là, les paroles du cardiologue, prononcées avec une douceur clinique qui les rendait encore plus brutales, résonnaient en boucle dans mon esprit. Son état est critique. Nous ferons tout notre possible pour soulager ses symptômes, mais il ne lui reste que quelques semaines, peut-être quelques jours. Il avait parlé avec compassion, mais la certitude inébranlable dans sa voix m'avait laissé KO. Des semaines, des jours. J'étais sortie de son bureau en chancelant, les mains tremblantes, serrant contre ma poitrine une ordonnance que mes yeux embués de larmes étaient incapables de déchiffrer. Mon esprit refusait obstinément d'accepter cette sentence. Le temps nous était compté. La culpabilité, ce poison lent, m'envahissait à chaque inspiration. Je n'avais pas été la fille que ma mère méritait. Depuis mon mariage, 3 ans auparavant, notre relation était devenue un champ de mine émotionnelle, une fine couche de glace qui se fissurait au moindre mot. Elle n'avait jamais accepté Thomas, n'avait jamais digéré mon choix de l'épouser, lui, un homme qu'elle considérait comme indigne de moi pour des raisons qu'elle n'avait jamais clairement exprimées. La froideur était devenue notre unique langue. Et pourtant, maintenant que je la savais sur le point de partir, seul le regret me consumait. Le regret des appels que je n'avais pas passés, des visites que j'avais reportées, des « je t'aime » que j'avais ravalés, persuadée d'avoir tout le temps du monde. En atteignant l'embranchement du dernier couloir, celui menant à sa chambre, l'air me parut soudain plus lourd, plus dense. Le bip régulier et discret des machines s'échappait des portes à moitié closes. Je ralentis l'allure, rassemblant mon courage pour affronter le visage émacié de ma mère. C'est alors que je me figeai. À quelques pas de la porte, j'entendis des voix étouffées mais parfaitement distinctes. L'une était celle de Thomas, grave et posée. L'autre, celle d'une infirmière que j'avais croisée à plusieurs reprises dans le service de cardiologie. « Vous allez lui dire » murmura l'infirmière d'un ton pressant. Un soupir lourd s'échappa des lèvres de Thomas, un son qui sembla faire vibrer les murs du couloir. « Si je lui dis, elle voudra tout savoir. Et ça signifiera que je devrais lui raconter ce qu'Hélène a dit pendant son bref moment de lucidité. » La voix de l'infirmière baissa d'un ton, mais chaque mot me parvint comme un poignard. Si c'était la dernière fois qu'elle était consciente, c'est peut-être important. C'est peut-être la vérité. Ma poitrine se serra au point de me couper le souffle. Quelle vérité ? Qu'avait bien pu dire ma mère durant ces quelques instants de conscience retrouvée ? L'hésitation dans la voix de Thomas était palpable, un mélange de peur et d'épuisement. Ce n'est pas quelque chose que Grace est prête à entendre. Pas maintenant. Je m'adossai contre le mur froid, le cœur battant à tout rompre. Une partie de moi hurlait de m'éloigner, de leur laisser cet espace de secret. Mais une autre partie, plus féroce, plus désespérée, exigeait des réponses. Mes mains tremblaient violemment lorsque je les approchai de la poignée de la porte. C'est à cet instant précis que j'eus l'intuition glaçante que le secret que ma mère avait gardé jusqu'à son dernier souffle allait anéantir toutes les certitudes sur lesquelles j'avais bâti ma vie, mon mariage et ma famille. Je poussai la porte, et ses gonds grincèrent avec une stridence qui déchira le silence.
Thomas et l'infirmière sursautèrent, se retournant d'un même mouvement, tels deux enfants pris en flagrant délit. L'infirmière rougit jusqu'à la racine des cheveux, balbutia une excuse à propos de la vérification des constantes vitales et se glissa hors de la chambre, me frôlant sans oser croiser mon regard. Elle laissa derrière elle une atmosphère lourde, saturée de tension. Je plantai mes yeux dans ceux de mon mari. « De quoi parliez-vous ? Qu'est-ce que ma mère a dit ?» Ma voix n'était qu'un tremblement, un fragile équilibre entre la peur panique de la réponse et la certitude qu'il me cachait quelque chose de terrible. Thomas se frotta les tempes, un geste de lassitude qui trahissait son tourment. Il évitait mon regard. « Grace, c'est compliqué. » Alors simplifie, lâché-je d'un ton sec, sentant un vide glacial se creuser dans ma poitrine. Il expira longuement, avec une répugnance visible, comme s'il devait extraire chaque mot d'un endroit sombre et enfoui en lui. « Quand ta mère s'est réveillée tout à l'heure, elle a d'abord demandé après toi. Je lui ai dit que tu arrivais. Puis elle m'a demandé comment elle allait. J'ai menti, j'ai dit qu'elle allait s'en sortir, mais elle a secoué la tête. Elle savait. Elle m'a dit qu'elle savait qu'il lui restait peu de temps. Et puis, sa voix est devenue un souffle. Elle a dit quelque chose. Je ne sais toujours pas comment. Le silence qui s'installa entre nous devint insoutenable. Thomas, murmurai-je, le suppliant du regard. Qu'a-t-elle dit ? Enfin, il leva les yeux vers moi, son regard empli d'une tristesse infinie, une pitié qui me terrifia. Elle a dit. Elle a dit que nous ne devrions pas être ensemble. Que c'était mal. Il marqua une pause, et les mots suivants tombèrent comme une sentence. Elle a dit que nous étions frères et sœurs. Même père, mère différente. Le sol sembla se dérober sous mes pieds. Le monde bascula. Mes mains s'agrippèrent convulsivement à la rambarde métallique du lit pour ne pas m'effondrer. L'air me manqua, mes poumons refusaient de fonctionner. Non, réussis-je à articuler en secouant la tête, comme pour chasser ses paroles. Non, c'est absurde. Elle délirait. Tu as entendu les médecins, son cœur est faible, les médicaments. Les gens disent des choses étranges dans cet état. Je voudrais tellement te croire, répondit Thomas d'une voix douce et brisée. Mais elle était parfaitement lucide, Grace. Pendant ces quelques minutes, elle savait exactement ce qu'elle disait. Chaque mot était pesé. Je me tournai vers le lit. Ma mère était là, immobile, le visage pâle et creusé, sa poitrine se soulevant à un rythme à peine perceptible. Ses lèvres, ces mêmes lèvres qui avaient déposé des baisers sur mon front d'enfant, étaient maintenant scellées dans un silence éternel. Si seulement elle pouvait rouvrir les yeux, ne serait-ce qu'une seconde, pour que je puisse lui hurler ma question, pour qu'elle puisse me dire la vérité. Mais cette occasion ne se présenta jamais. Quelques jours plus tard, à l'aube, mon téléphone sonna. Le temps d'arriver à l'hôpital, les moniteurs affichaient déjà une ligne plate et impitoyable. Ma mère était partie. Les funérailles furent un tourbillon flou de manteaux noirs, de condoléances murmurées et d'une odeur entêtante de lys qui s'accrocha à mes vêtements bien après que j'aie quitté la chapelle. Le cimetière d'Asheville était silencieux, les montagnes Blue Ridge se découpant au loin, majestueuses et indifférentes sous un ciel d'hiver d'une pâleur laiteuse. Je me tenais aux côtés de Thomas, les paroles du pasteur m'arrivant comme un écho lointain et dénué de sens. Mes yeux restaient rivés sur le cercueil de bois sombre qu'on descendait lentement dans la terre froide et humide. Pour tous les autres, c'était une fin. Pour moi, ce n'était que le début. Ma mère m'avait laissé en héritage une question si monstrueuse qu'elle pulvérisait tous mes souvenirs. Mon mariage était-il un mensonge ? Notre amour, une transgression innommable ? Alors que les dernières pelletées de terre s'abattaient sur le bois, je serrai les poings jusqu'à ce que mes ongles s'enfoncent dans mes paumes. S'il y avait ne serait-ce qu'une once de vérité dans ces derniers mots, je devais la trouver. Je me le devais. Je le devais à Thomas. Et je devais à ma mère une chance d'être entendue, même depuis l'outre-tombe. Après les funérailles, la maison de mon enfance semblait insupportablement vide. Le silence était une présence physique, plus lourde et plus oppressante que l'air vif des montagnes qui filtrait par les fenêtres. Assise dans le vieux salon de ma mère, les rideaux à moitié tirés, je laissais les souvenirs affleurer, fragments douloureux d'un puzzle incomplet. En grandissant, je n'avais jamais su comment l'atteindre.
Hélène Whittaker n'était pas le genre de mère qui préparait des biscuits ou s'enquérait avec chaleur de mes journées d'école. Elle était une forteresse de distance et de réserve, toujours absorbée par son travail ou perdue dans des pensées qui la rendaient inaccessible. Lorsque, petite fille, j'essayais de la serrer dans mes bras, elle se laissait faire, mais ses bras restaient raides autour de moi, comme si l'affection était une langue étrangère qu'elle n'avait jamais réussi à maîtriser. À l'adolescence, j'avais fini par renoncer. Nos conversations s'étaient réduites à l'essentiel, les notes, les corvées, la nécessité de bien fermer la porte à clé. Et pourtant, au milieu de ce désert affectif, il y avait eu de rares éclairs de douceur, des oasis de vulnérabilité que je n'avais pas su comprendre à l'époque. Un jour, alors que j'avais environ 10 ans, je l'avais surprise à la table de la cuisine, dessinant en silence dans un carnet. La scène m'avait frappée, car je ne l'avais jamais vue dessiner. Quand je lui avais demandé ce qu'elle faisait, elle avait vivement refermé le carnet. Rien d'important, avait-elle répondu, le glissant aussitôt dans son sac. Ce n'est que des années plus tard que j'avais entendu une voisine mentionner, au détour d'une conversation, que ma mère avait étudié l'architecture avant de changer radicalement de voie. L'architecture ? Ce fut la seule et unique fois que j'en entendis parler, comme le fantôme d'une vie qu'elle avait délibérément enterrée. Assise là, dans son salon silencieux, ce souvenir me revint avec une clarté poignante. Pourquoi avait-elle abandonné ce rêve ? Pourquoi avait-elle choisi de passer sa vie comme comptable dans un bureau austère, à jongler avec des chiffres plutôt qu'à dessiner des bâtiments ? Des bribes de son passé commencèrent à remonter à la surface, des fragments que j'avais longtemps ignorés. Une conversation surprise entre elle et ma tante Suzanne, il est parti et elle n'a pas eu le choix. Le visage de ma mère se crispant à la moindre évocation d'un amour de jeunesse, comme si ces mots étaient des tessons de verre. En vérité, je ne savais presque rien de sa vie d'avant. Rien de la femme qu'elle avait été avant de devenir ma mère. Rien de ce qui l'avait façonnée, brisée, et transformée en cette figure énigmatique que j'avais eu tant de mal à aimer. Et maintenant, elle était partie, laissant derrière elle un secret qui menaçait de défaire le tissu même de mon identité. Je me levai du canapé et pénétrai dans sa chambre. L'air y était encore imprégné de son léger parfum. J'ouvris méthodiquement les tiroirs, le placard, cherchant n'importe quoi, des lettres, un journal intime, des photos. Mes mains tremblaient lorsque je saisis une vieille boîte à chaussures sur l'étagère du haut. À l'intérieur, de vieilles enveloppes, des reçus jaunis et une pile de photographies maintenues par un élastique cassant. Une photo en particulier me coupa le souffle. Ma mère, âgée de 20 ans à peine, debout, un carnet de croquis serré dans ses bras, arborant un sourire que je ne lui avais jamais vu. Elle était radieuse, presque insouciante. Ce n'était pas la femme que j'avais enterrée la semaine précédente. C'était une inconnue. Je m'assis lourdement sur le lit, la photo pressée contre mon cœur. Ma mère avait eu toute une vie avant moi, une vie dont j'ignorais tout. S'il existait des réponses à ces dernières paroles, elles se trouvaient forcément cachées quelque part parmi ces reliques. Pour la première fois depuis sa mort, une étincelle de détermination perça le brouillard de mon chagrin. Je ne pouvais pas la ramener, mais je pouvais exhumer la vérité qu'elle avait laissée derrière elle. Et j'allais commencer par chaque lettre, chaque photo décolorée, chaque document qu'elle avait cru à jamais oublier. Quelques jours plus tard, alors que la neige d'Asheville fondait en une boue grise sur les trottoirs, j'attendais ma tante au petit aéroport régional. Suzanne Carter, la sœur cadette de ma mère, arrivait de Virginie. Je ne l'avais pas vue depuis mon mariage, 3 ans plus tôt. Lorsqu'elle franchit les portes coulissantes, sa présence fut comme une bouffée d'air chaud dans le gel de mon deuil. Elle n'avait que 10 ans de moins que ma mère, mais elle possédait une douceur, une chaleur que ma mère n'avait jamais eue. Elle me serra longuement dans ses bras, et son parfum familier était presque maternel. « Je suis tellement désolée, Grace », murmura-t-elle, la voix brisée. J'aurais dû venir plus tôt. De retour à la maison, le silence était si pesant que je m'empressai de préparer du thé pendant que tante Suzanne s'installait dans le fauteuil usé du salon. Son regard parcourut lentement la pièce, s'attardant sur les photos de famille. Elle ne parla que lorsque je m'assis en face d'elle. Elle n'a pas toujours été comme ça, tu sais, dit-elle finalement, d'un signe de tête vers une photo encadrée de ma mère, le visage sévère. Hélène n'a pas toujours été si sérieuse, si fermée. Il fut un temps où elle était pleine de lumière.
Je me penchai en avant, avide de ses paroles. Raconte-moi, s'il te plaît. J'ai l'impression de ne pas savoir qui elle était vraiment. Suzanne soupira, son regard se perdant dans le lointain, comme si elle remontait le fil des décennies. Au début de la vingtaine, Hélène étudiait l'architecture. Elle était brillante, passionnée. Notre grand-père disait qu'elle avait un don. Elle rêvait de dessiner des ponts, de laisser son empreinte sur le monde. Et elle était amoureuse. Follement amoureuse. Amoureuse. Ma poitrine se serra. Je n'avais jamais pu associer ce mot à ma mère. Il y avait un homme, continua Suzanne. Je n'ai jamais su son vrai nom. Elle refusait de me le dire. Elle l'appelait Pitch. C'est idiot, je sais, mais elle disait qu'il avait des yeux bruns chaleureux et un sourire qui la mettait en paix. Le surnom est resté. Pendant 1 an, j'ai cru qu'il allait changer sa vie pour toujours. D'une certaine manière, il l'a fait. Ces mots résonnèrent lourdement dans la pièce. Je serrai ma tasse, redoutant la question suivante mais incapable de la retenir. Que lui est-il arrivé ? Le visage de ma tante s'assombrit. Quand Hélène lui a annoncé qu'elle était enceinte de toi, il a disparu. Évaporé. Elle a découvert plus tard qu'il était déjà marié, et père d'un autre enfant. Il n'est jamais revenu. Il n'a même jamais essayé de prendre de tes nouvelles. L'air quitta mes poumons d'un coup. Alors, elle m'a gardé malgré tout. Le regard de Suzanne s'emplit d'une immense tendresse. Bien sûr qu'elle l'a fait. Elle n'a jamais hésité une seule seconde. Elle disait que tu étais la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée, même si ça signifiait tout abandonner. Elle a quitté l'université, renoncé à son rêve de devenir architecte, et a pris ce poste de comptable pour pouvoir t'élever seule. Ça lui a brisé le cœur, Grace. Mais elle ne t'en a jamais voulu. Pas une seule fois. Je portais une main à ma bouche. Les larmes me brûlant les yeux. J'avais passé ma vie à croire que ma mère me reprochait d'exister, que sa froideur était la manifestation de sa déception. Entendre cela changeait tout. Elle a sacrifié sa vie pour moi, murmurai-je. Suzanne tendit la main par-dessus la table et prit la mienne. Oui. Et ça lui a coûté énormément. Mais sache une chose, tu étais son choix. Son sacrifice était son acte d'amour. Je restais là, silencieuse, le chagrin et la gratitude s'entrechoquant en moi. Pour la première fois, je commençais à entrevoir la silhouette d'une femme que je n'avais jamais connue, ma mère, non pas la figure austère de mon enfance, mais une jeune femme qui avait osé rêver, qui avait aimé passionnément, et qui m'avait choisi par-dessus tout. Le départ de tante Suzanne laissa la maison encore plus lourde, comme si sa présence avait momentanément allégé un fardeau qui retombait maintenant de tout son poids. Thomas et moi décidâmes qu'il était temps d'affronter l'héritage de ma mère. Nous passâmes un samedi entier à vider les tiroirs et les placards, triant des boîtes qui sentaient la poussière et la lavande. Sur la table de la salle à manger, nous étalâmes notre maigre butin, dossiers médicaux, vieux relevés bancaires, reçus jaunis. Au fond d'une boîte, je trouvais mon acte de naissance. Mes doigts tremblaient en suivant l'encre délavée. À la ligne « Père », il n'y avait rien. Juste un trait, un silence administratif qui avait duré toute ma vie. Je suppose que tante Suzanne avait raison, murmurai-je. Elle n'a jamais dit à personne qui il était. Thomas examinait le document, les sourcils froncés. Mais ça n'explique pas ce qu'elle a dit avant de mourir. Il posa le papier et prit la pile de photos. Regarde ça. C'étaient les photos de ma mère dans sa vingtaine, souriante avec son carnet de croquis. Mais en y regardant de plus près, dans le coin de certaines photos, floues et à moitié hors du cadre, on distinguait la silhouette d'un homme grand. On ne voyait pas son visage, mais il y avait quelque chose dans sa posture, dans la carrure de ses épaules, qui me semblait étrangement familier. L'expression de Thomas changea, se teintant d'un malaise palpable. Je ne veux pas tirer de conclusion hâtive, Grace, mais il me rappelle mon père. Je le dévisageai, mon sang se glaçant dans mes veines. Edouard ? Il hocha lentement la tête. Je ne suis pas sûre, mais la stature, les cheveux, ça pourrait être lui. Mon estomac se noua. C'est impossible, n'est-ce pas ? Thomas se frotta la nuque, son tic nerveux. Grace, mon père connaissait beaucoup de monde.
Ils voyageaient sans cesse pour affaires. Et vous avez grandi à quelques kilomètres l'un de l'autre. Ce n'est pas complètement insensé. La pièce me parut soudain glaciale. Une partie de moi voulait rire de cette coïncidence absurde, mais le doute était planté, et ses racines s'enfonçaient déjà profondément. Le ressentiment de ma mère envers notre mariage, son refus obstiné de nous donner sa bénédiction, ses derniers mots. Tout commençait à former une image terrifiante. Je pressais mes tempes. Si c'est vrai, alors toute ma vie n'est qu'un mensonge. Mon mariage, ma famille, moi. Thomas me prit fermement la main. C'est pour ça que nous devons savoir. Nous ne pouvons pas vivre avec cette incertitude. Sa voix était calme, mais ses yeux trahissaient la même peur qui m'étreignait. Je regardais à nouveau l'espace vide sur mon acte de naissance. Ce vide semblait hurler une accusation. Ma mère avait emporté son secret dans la tombe. C'était à moi de le combler avec la vérité, quelle qu'elle soit. Finalement, j'acquiesçai. Nous irons le voir. Nous demanderons directement à Édouard. La décision flottait entre nous, lourde et irrévocable. Je ne savais pas si je voulais connaître la vérité, mais je savais que je ne pourrais pas vivre sans. Le trajet jusqu'à la maison de mon beau-père fut noyé dans un silence qui serrait la poitrine. Assise à côté de Thomas, je regardais défiler les rues d'Asheville, où le pâle soleil d'hiver projetait de longues ombres sur les contreforts des Blue Ridge. Chaque kilomètre nous rapprochait de la possible destruction de notre monde. En arrivant dans l'allée d'Edward Whittaker, j'hésitais. Sa demeure était à son image, majestueuse, ordonnée, presque intimidante. Mon estomac se contracta lorsque Thomas frappa à la porte. Edward se tenait là, élégant même dans sa tenue d'intérieur. Son regard passa sur Thomas et se posa sur moi. Il se figea. Je vis ses pupilles se dilater, ses lèvres s'entr'ouvrir. Grace, sa voix tremblait, non pas de vieillesse, mais de reconnaissance. Tu es son portrait craché. Le portrait de qui, ma voix n'était qu'un souffle. Son regard s'assombrit. D'Hélène. Le nom prononcé si doucement me fit l'effet d'une décharge électrique. Nous le suivîmes dans son salon qui sentait le cuir et les vieux livres. Il s'assit lourdement dans un fauteuil, se servant un whisky d'une main tremblante. Il n'y toucha pas, se contentant de fixer le liquide ambré. « Je suppose que ce n'était qu'une question de temps, dit-il enfin. J'ai aimé ta mère, Grace. Plus que je n'ai jamais osé l'admettre. Ma gorge se noua. Vous l'avez aimée ? Il hocha lentement la tête. Nous nous sommes rencontrés quand elle était encore à l'université. Elle était brillante, pleine de vie. Elle rêvait d'architecture. Mais j'étais un lâche. Mon père avait déjà arrangé mes fiançailles avec Margaret. Un mariage d'affaires. À l'époque, les Whittaker ne se mariaient pas par amour. Ces mots étaient des coups de poignard. Alors vous l'avez laissée. Enceinte et seule. Édouard leva enfin les yeux vers moi. Il brillait d'une douleur non feinte. Je n'ai su pour toi que trop tard. Elle a essayé de me le dire, mais j'étais déjà piégée. Je me suis convaincue que le silence était la solution la moins douloureuse. Je secouai la tête, la pièce tanguant autour de moi. Vous l'avez abandonné. Vous m'avez abandonné. Le verre tremblait dans sa main. Grace, je suis désolée. Il n'y a pas d'excuse. La vérité est celle que tu redoutes. Tu es ma fille. Les mots me frappèrent avec la violence d'un coup de poing. Je fixai cet homme, le père de l'homme que j'aimais, et je ne ressentis qu'une douleur sourde. Moins de la colère que de l'anéantissement. Toute ma vie, j'avais cherché à comprendre la distance de ma mère. Maintenant, je savais. Son cœur avait été brisé par cet homme qui ne nous avait jamais réclamé. J'ai passé ma vie à me demander pourquoi elle me tenait à l'écart, dis-je d'une voix rauque. Maintenant, je sais. C'était vous. Vous étiez la raison. Édouard ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il se contenta de me regarder, hanté par la vérité qu'il avait enterrée pendant 30 ans. Et dans ce silence, je compris que le plus cruel n'était pas de découvrir qui était mon père. C'était de réaliser que j'avais été le symbole vivant de son abandon. Le silence dans le salon d'Édouard devint presque solide, vibrant de décennies de secrets.
Mon pouls battait furieusement dans mes tempes. Une seule question, aiguë et implacable, se fraya un chemin à travers le chaos de mes pensées. Je me tournai vers Thomas, la voix brisée. Si je suis sa fille, qu'est-ce que ça fait de nous? Les mots restèrent suspendus dans l'air, toxiques. Thomas était livide, la mâchoire contractée. Il n'osait ni me regarder, ni regarder son père. Ce fut Édouard qui rompit le silence, sa voix basse et tendue. Grace, écoute-moi. Toi et Thomas, vous n'avez aucun lien de sang. Je clignai des yeux, un mélange vertigineux de soulagement et d'incompréhension. Que voulez-vous dire? Il posa son verre avec un bruit sec. Thomas n'est pas mon fils biologique. Nous l'avons adopté quand il était bébé. Ma femme, Margaret, a lutté contre l'infertilité pendant des années. Ça l'a presque détruite. Elle voulait désespérément un enfant, et quand elle a sombré dans la dépression, j'ai accepté l'adoption. Nous avons ramené Thomas de l'hôpital alors qu'il n'avait que quelques jours. Le monde bascula une seconde fois. Je regardai mon mari, l'homme qui avait été mon ancre. Toi, adopté, murmurai-je. Le visage de Thomas était une page blanche, ses lèvres pincées. Tu ne me l'as jamais dit, lâcha-t-il à Édouard, sa voix rauque de trahison. La culpabilité se peignit sur les traits d'Édouard. Je pensais te protéger. Je pensais que t'élever comme mon propre fils suffirait. Tu as toujours été mon fils, Thomas, dans tout ce qui compte vraiment. Thomas recula d'un pas, les mains tremblantes. Toutes ces années, j'ai cru que j'étais un Whittaker. Que je portais ton héritage. Et maintenant tu me dis que je n'étais un remplaçant? Un pansement sur la douleur de maman? L'angoisse dans sa voix me transperça. Le soulagement qui m'avait submergé, nous n'étions pas frères et sœurs, était maintenant empoisonné par le chagrin de voir l'homme que j'aimais se briser sous mes yeux. Car si la vérité me libérait, elle le détruisait. Je suis désolé, dit Édouard, la voix enfin cassée. Tu n'as jamais été un remplaçant. Je t'ai aimé dès l'instant où je t'ai pris dans mes bras. Mais j'aurais dû te le dire. Thomas me regarda enfin, les yeux vitreux de douleur. Alors, qu'est-ce que ça fait de moi, maintenant? Si je ne suis pas un Whittaker, si toute ma vie est un mensonge, qui suis-je? J'avalai mes larmes. Tu es mon mari. C'est ça, qui tu es. Les mots sortirent, sincères, mais je sentais les fondations de nos vies se fissurer. La famille que je croyais avoir, celle à laquelle Thomas croyait appartenir, tout s'effondrait. Ce soir-là, nous sommes rentrés chez nous en silence. L'air dans la voiture était lourd de tout ce qui n'avait pas été dit. Une fois la porte refermée, je me suis effondrée sur le canapé, épuisée. Thomas s'est assis à côté de moi, le visage fermé. Je ne sais plus qui je suis, dit-il doucement. Toute ma vie, j'ai cru être le fils d'Édouard. J'ai cru que j'appartenais à quelque chose. Maintenant, je ne suis que le bébé non désiré de quelqu'un d'autre. Mon cœur se brisa pour lui. Je pris sa main. Tu n'es pas non désiré. Pas pour moi. Jamais. Il me regarda, ses yeux pleins de douleur. Et si je n'avais été que ça? Un lot de consolation? Non, dis-je fermement. Tu as toujours été mon ancre. La seule personne qui est restée, qui m'a aimé quand même ma propre mère en était incapable. Ça ne vient pas du sang, Thomas. Ça vient de toi. C'est qui tu es. Il s'adossa, laissant échapper un souffle tremblant. J'ai l'impression que le sol a disparu sous mes pieds. Je posai ma tête sur son épaule. Je sais. Moi aussi. Mais écoute-moi. Nous n'avons pas à laisser leurs erreurs définir nos vies. Ma mère a choisi le silence. Édouard a choisi la peur. Ils ont tous fini brisés par leurs secrets. Je ne veux pas de ça pour nous. Son bras se resserra autour de moi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je relevai mon visage vers le sien, ma voix plus ferme que je ne me sentais. On choisit différemment. On se dit la vérité, même quand elle fait mal. On construit quelque chose de vrai, sur les ruines de leurs mensonges. On ne laisse pas le passé décider de qui nous sommes. Nous sommes restés assis ainsi pendant des heures, dans l'obscurité, parlant à cœur ouvert pour la première fois, sans filtre, laissant les larmes et la douleur couler.
Et lorsque les premiers rayons de l'aube ont filtré à travers les rideaux, colorant la pièce d'une lueur dorée, j'ai senti, pour la première fois depuis des semaines, une fragile lueur d'espoir. 1 an plus tard, le soleil de fin d'été baignait notre jardin. Thomas était à côté de moi, son bras autour de mes épaules, alors que nous regardions les plans étalés sur la table. C'étaient les plans de notre future maison, une maison que j'avais dessinée moi-même. J'avais repris des cours d'architecture, pour moi, mais aussi pour elle. Pour honorer le rêve qu'elle avait dû abandonner. Nous avions traversé l'enfer. Il y avait eu des jours de doute et de colère. Thomas avait entrepris de retrouver ses parents biologiques, non pas pour remplacer la famille qu'il avait eue, mais pour comprendre. Il avait découvert une histoire simple et triste, celle d'une jeune mère dépassée, qui avait pensé lui offrir une vie meilleure en le confiant à l'adoption. Il y avait trouvé une forme de paix. Édouard et moi avions établi une relation prudente, faite de petits pas. Il n'y avait pas d'effusion, mais une reconnaissance mutuelle et silencieuse de notre lien. Il était devenu un grand-père maladroit mais sincère pour notre fille, née au printemps, que nous avions appelée Hélène. En regardant le visage de notre bébé endormi dans son couffin, je compris enfin. Ma mère, sur son lit de mort, ne m'avait pas laissé une malédiction, mais une clé. La clé pour briser un cycle de silence et de douleur. Elle m'avait donné la vérité, aussi brutale fut-elle, pour que je puisse construire ma vie sur des fondations solides. Thomas m'embrassa tendrement. « Tu penses à quoi ?» Je souris, sentant les larmes de gratitude monter à mes yeux. Je pense que nous sommes la preuve que la famille n'est pas une question de sang, mais une question de choix. Et je te choisirai toujours. Sous le ciel bleu d'Asheville, entourés des montagnes qui avaient été les témoins silencieux de tant de secrets, nous n'étions plus les héritiers d'un passé brisé. Nous étions les architectes de notre propre bonheur. Et pour la première fois, l'avenir nous semblait aussi vaste et lumineux que le sourire insouciant de la jeune femme sur une vieille photo décolorée. La boucle était bouclée, non dans la tragédie, mais dans la promesse d'une nouvelle vie.